RDC et Rwanda. Kagame isolé, comme Charles Taylor, va-t-il défier les USA jusqu'à sa chute? Paul Kagame est à la croisée des chemins. Comme Charles Taylor au Libéria ou Jonas Savimbi en Angola, il fait face à un ultimatum américain: retirer ses troupes de la RDC ou s'exposer à une descente aux enfers diplomatiques et militaires. Le Rwanda, jadis partenaire privilégié de l'Occident, risque aujourd'hui l'isolement total. Dans cette analyse percutante, nous décortiquons les enjeux d'un refus de Kigali de se plier aux exigences de Washington et les conséquences potentiellement fatales pour le régime RPF. Le Rwanda est désormais confronté à une pression internationale sans précédent, comme Michel Avrong ou des institutions comme The Economist et NBC News pointent tous dans la même direction. Le Rwanda n'est pas un arbitre neutre dans le conflit. Il en est l'un des principaux incendiaires. Et cette vérité ne peut plus être contenue. Même à Washington, au sein d'un establishment longtemps indulgent à l'égard de Kagame, les lignes bougent. Le Sénat américain a tenu des auditions. Des ONG dénoncent les crimes de guerre commis par les supplétifs du RDF dans les collines de Massissi, Rutshuru et Bunagana. Le Congrès exige des comptes. Le département d'État formule des ultimatums clairs. Si Kigali n'écoute pas, ce ne sont pas seulement des sanctions financières ou des gels d'aide qui le menacent, c'est tout un retournement stratégique qui s'amorce, un désengagement occidental progressif du pari Kagame. Car les États-Unis, tout comme leurs partenaires européens, ne peuvent plus se permettre de soutenir un régime qui sabote leur propre agenda de stabilité régionale. Washington veut investir dans le cuivre, le lithium et le cobalt congolais, dans des conditions de transparence et de sécurité. Pour ce faire, il faut un environnement pacifié. Et cela exige le retrait du Rwanda, la fin du soutien au M23 et le respect de la souveraineté congolaise. Toute tentative de contourner cette réalité ne ferait que prolonger l'instabilité et compromettre les intérêts américains à long terme. Dans ce contexte, Kinshasa bénéficie aujourd'hui d'un momentum diplomatique exceptionnel. La présidence Tshisekedi, malgré les attaques, les critiques internes et les tentatives de sabotage, a tenu bon. Sur le plan militaire, les FARDC montrent des signes encourageants de réorganisation, avec un renouvellement des cadres, une montée en puissance des unités de terrain et un partenariat renforcé avec les forces locales Wazalendo. Sur le plan international, la RDC vient de remporter une victoire symbolique en étant élue au Conseil de sécurité des Nations Unies, une première depuis des décennies. Ce siège offre à Kinshasa une tribune de choix pour dénoncer l'agression rwandaise et appeler à un front commun africain contre l'impérialisme régional. Dans les coulisses, des voix autrefois silencieuses s'élèvent. Des intellectuels africains dénoncent le rôle trouble de Kagame. Des anciens alliés prennent leur distance. Même à l'intérieur du Rwanda, la peur change de camp. Les dissensions internes se multiplient. L'exil de figures historiques du régime RPF, les défections, les témoignages glaçants d'anciens officiers comme Kayumba Nyamwasa ou Karegeya, assassinés en exil, montrent que la machine de propagande de Kigali s'effrite. Le peuple rwandais lui-même, longtemps muselé, commence à exprimer des frustrations face à la guerre permanente et à l'accaparement des richesses par une élite militaro-affairiste. C'est là que le parallèle avec Charles Taylor et Jonas Savimbi devient central. Ces deux figures, autrefois incontournables, avaient cru pouvoir défier l'ordre mondial en s'appuyant sur leurs réseaux locaux et leur capacité de nuisance. Taylor, comme Kagame, bénéficiait d'un soutien extérieur au départ. Il se croyait au-dessus des lois. Il utilisait les ressources du Libéria pour financer des guerres par procuration en Sierra Leone et ailleurs. Il finira abandonné par ses alliés, poursuivi, arrêté
est condamné par un tribunal international. Savimbi, quant à lui, fut pendant des années le favori de la CIA et de plusieurs administrations américaines. Mais une fois que son intransigeance, ses crimes et sa stratégie du chaos sont devenus un obstacle à la paix en Angola, il fut lâché. Et une balle viendra mettre fin à sa course, dans une forêt où il se croyait encore invincible. Paul Kagame, aujourd'hui, incarne la même tragédie en devenir. Il croit pouvoir s'imposer en faisant monter les enchères. Mais les États-Unis ne sont plus disposés à jouer ce jeu. Alors que faire? Le choix est clair. Soit le Rwanda respecte les exigences américaines, retrait immédiat et total du territoire congolais, arrêt du soutien au M23 et ouverture sincère à un dialogue régional piloté par les États reconnus et non des groupes armés. Soit il s'entête, croyant pouvoir rejouer l'éternel scénario du chantage à la stabilité et au génocide. Mais cette fois, la communauté internationale a les yeux ouverts. Les preuves sont là. Et les alternatives à Kagame se dessinent, y compris au sein même de son système. La RDC, de son côté, ne doit pas relâcher la pression. Le président Tshisekedi a raison de coupler diplomatie active et préparation militaire. Le Congo doit se préparer à tout. Soit une paix imposée à un Kagame affaibli, soit une confrontation ultime si Kigali choisit la fuite en avant. Mais dans les deux cas, le temps joue désormais pour Kinshasa. Le vent a tourné. Et la volonté populaire, incarnée par les résistances locales Wazalendo, est inébranlable. Il faut également que les pays africains prennent leurs responsabilités. Le silence complice, souvent motivé par des intérêts économiques ou une peur diplomatique, ne peut plus durer. L'agression d'un État africain par un autre doit être condamnée sans ambiguïté. L'Union africaine doit sortir de sa torpeur et prendre des mesures concrètes. Les organisations sous-régionales doivent imposer des lignes rouges. Et surtout, il faut cesser de considérer Kagame comme un modèle. Le vrai modèle africain, aujourd'hui, c'est un président qui respecte la souveraineté des autres, renforce la démocratie chez lui et œuvre pour l'intégration régionale. Kagame ne remplit aucune de ces conditions. Dans cette guerre d'influence, la vérité finira par triompher. Le peuple congolais n'a pas oublié Bunagana, ni Rutshuru, ni Goma, ni les massacres de Kishiché, ni les crimes de guerre du M23. Il n'a pas oublié les complicités internes, les élites traîtres, les discours mensongers. Et il ne renoncera pas à la justice. Même si cela prend du temps, même si cela demande des sacrifices, la RDC ira jusqu'au bout. Ce n'est plus seulement une question de politique, c'est une question de dignité nationale. Alors que l'histoire s'écrit sous nos yeux, chacun doit choisir son camp. Le camp de la paix et de la justice, incarné par la RDC et ses alliés, ou le camp du mensonge, de la prédation et de l'agression, incarné par Kagame et son régime RPF. Les États-Unis ont choisi. Le peuple congolais a choisi. Le reste du monde suit. Et Kagame, s'il persiste à défier cette réalité, connaîtra le sort de ceux qui refusent d'écouter les leçons de l'histoire. Je suis le président de toute la République. Mais regardez ce qui se passe à l'Est. On doit mettre fin. Tshisekedi s'est levé pour faire un combat risqué, un combat dangereux contre un monstre à plusieurs têtes. Kagame, c'est une facette de ce monstre-là. Vous avez les Soros, vous avez les Clinton, vous avez les Bill Gates, vous avez les Mo Ibrahim, vous avez les Tony Blair, vous avez tous ces Obasanjo, les Thabo Mbeki, qui pouvaient savoir que tous ces gens-là étaient dans ces monstres-là. Vous avez vu quand on a touché à leurs intérêts, comment eux tous se sont déchaînés, ils voulaient arracher Tshisekedi.
les Macron, vous avez vu? C'est la vie. Tshisekedi n'est pas aussi vieux, il est au début de ses 60 ans. Donc il pouvait se dire, bon, ce qu'on me donne comme pourcentage pour l'Est, là, je prends, je laisse l'Est continuer à pourrir comme ça. Il a dit, pas question. On va jusqu'au bout avec Kagame. Aujourd'hui, Kagame ne se tient plus debout, il est à genoux en train de ramper. Mais derrière Kagame, il y a toute cette mastodonte, cette puissance diabolique internationale qui buvait le sang du peuple congolais. Vous avez vu ça ou pas? Est-ce que pour vous, 6 ans après, vous pouvez toujours dire que Moubenga soutient Tshisekedi parce que son frère de Kassai, ou Moubenga a été révélé par Dieu de suivre cet homme parce que Dieu avait placé une mission dans Tshisekedi. Il fallait que l'homme qui a la mission puisse avoir des hommes qui vont l'accompagner dans cette mission. Quand je vous ai toujours parlé de David, David devient roi, Dieu lui donne des hommes. On appelle ça dans la Bible les hommes de David. David seul ne pouvait pas. Mais David avait des hommes autour de lui qui pouvaient braver la peur, qui pouvaient braver tout autre obstacle. Aller même dans les camps des Philistins, dans les camps de l'ennemi chercher de l'eau parce que David a soif, il veut boire au risque de leur vie. Dieu a donné ces hommes-là. Alors Tshisekedi ne pouvait pas faire exception. Dieu lui donne une mission et il ne lui donne pas les gens. C'est incroyable, c'est impossible. Il avait fallu que les gens comme nous se lèvent. J'ai bien parlé. Il avait fallu que des gens comme nous se lèvent et parlent. Oh, Tchimbouboui! Non, mais ça c'est bien dit. Oh, c'est français. Non, mais c'est important. Hein? Parce que quand nous parlons là, c'est pas tout le monde qui est idiot là. C'est pas tout le monde qui est imbécile ici. Il y a des gens qui ont bien étudié, qui ont encore leur tête au cou, qui sont structurés, qui comprennent